Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Que s'est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn? Où est passée Delphine Jubilard? Où se trouve son corps? On y revient dans un instant. Stéphane Simon avec Dominique Rizet et Lina Rostand ont mené l'enquête. On reviendra avec Gilles Kepel sur l'initiative franco-saoudienne de reconnaître l'État palestinien et les éléments de langage du président de la République. Un thème qui est devenu en tout cas récurrent maintenant en politique intérieure française. On en parlera aussi avec le politologue Frédéric Michaud. Point de vue, c'est parti. Bonjour Stéphane Simon. Bonjour Vincent. Est-ce si fréquent de faire un procès sans corps retrouvé, sans aveu, sans témoin ? Alors, ça existe. Et figurez-vous qu'il y a nombre je repense immédiatement à l'affaire Simone Weber, qu'en est une. Il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas d'indice définitif. Simone Weber qui avait tué, c'est ce qui a été reconnu coupable d'avoir tué ses amants. Et les démembré. Voilà, et les démembré et les passé à la meuleuse à béton. Cette affaire est terrible, mais elle n'est pas unique en son genre. Et quand on dit que dans cette affaire Jubilard, pardon de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais quand on dit qu'il n'y a ni corps, ni aveu, ni scène de crime, je modulerai cette appréciation. Alors justement, vous allez moduler, on a un quart d'heure ensemble pour moduler, ne modulez pas tout de suite. D'ailleurs, question d'abord, est-on certain, et si oui, comment, de la mort de Delphine Jubilard ? Alors, on n'a pas retrouvé son corps, j'y reviendrai. Mais voilà une femme qui est une maman aimante, qui a 2 enfants, qui serait partie, disparue volontaire, alors que nous sommes en pleine nuit de Covid, rappelons-nous, entre 15 et 16 décembre 2020, c'est la dernière nuit du 2e confinement, qui serait partie sans ses lunettes, sans son téléphone, sans son portefeuille, sans ses cartes bleues, et sans dire au revoir à ses enfants. Et en plus, en laissant son téléphone derrière elle, puisqu'on sait qu'il a borné jusqu'à 5 heures du matin dans la périphérie de la maison. Donc, évidemment que c'est fort peu vraisemblable. Et surtout, on ne comprendrait pas très bien pourquoi elle aurait disparu alors qu'elle projette de refaire sa vie avec Jean, un amant qu'elle a depuis longtemps et dont on sait... Il était. Bien sûr. Et qui a été, d'ailleurs, qui a fait l'objet de l'attention des enquêteurs, lui et sa femme, puisque lui a annoncé à sa femme qu'il la quittait pour Delphine Jubilard. Donc, on sait qu'ils sont dans une dynamique de construction, que elle dit à toutes ses amies qu'elle en avait marre de sa vie avec Cédric, qu'elle avait marre de cette vie de bidochon, exactement, c'est les termes qu'elle emploie. Il faut dire que Cédric met du temps à transformer la maison. Il s'est pourtant engagé. Delphine doit payer les travaux, mais lui doit les faire. Et dans ce couple dysfonctionnel, il ne les fait pas, les travaux. C'est quelqu'un qui vit à son crochet et qui, d'ailleurs, a un mobile pour faire disparaître sa compagne, si j'ose dire, si c'est bien lui et si la justice ne la quitte pas. Mais enfin, son mobile, c'est comment va-t-il faire pour faire face aux échéances financières? L'assurance est prise sur le nom de Delphine, l'assurance de la maison. Et comment peut-il, par ailleurs, vivre sans elle, alors qu'affectivement, il est très lié et qu'il n'a surtout pas envie de se retrouver obligé de travailler. Le mobile, c'est-à-dire que si elle divorce, il n'a plus à la fois la traite pour payer la maison et il perd sa femme. En carence affective. Il perd sa femme et d'ailleurs il va tout faire dans le mois qui précède pour essayer de la reconquérir, pour la faire changer d'avis, pour se remettre, si j'ose dire, dans la tête de Delphine. Et puis, par ailleurs, c'est elle qui fait tourner la maison. Elle a un emploi stable, elle est infirmière. De nuit. Elle donc apporte son salaire tous les mois. Et lui, en revanche,
qui est peintre plaquiste. Il est régulièrement viré des chantiers sur lesquels il travaille, parce que j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux catégories d'ouvriers, si vous voulez. Il y a ceux qui s'arrêtent quand ils ont fini, puis il y a ceux qui arrêtent quand ils sont fatigués. Et Cédric Jubilard est tout le temps fatigué. Il fume entre 7 et 10 pétards par jour. Son record de consommation, c'est 25 pétards de cannabis dans une journée. Vous voyez le type de profil que ça désigne. Et donc, il n'a pas un sou. En vérité, il travaille sur quelques chantiers au black, mais il manque d'argent et régulièrement, d'ailleurs, il emprunte la carte bleue à l'insu de Delphine pour aller retirer de l'argent et acheter de la drogue avec. Et c'est ce que vous dites, il y a un deuxième mobile à ce moment-là, c'est que Delphine Jubilard veut récupérer sa carte bleue et va à rendez-vous même à la banque pour demander un nouveau code afin Absolument. que Cédric n'ait pas accès à cette carte bleue. Oui, ça c'est le jour de la disparition. Dans l'après-midi, elle a rendez-vous à sa banque pour interdire définitivement que Cédric puisse accéder à son argent. Alors vous publiez chez Fayard, je le disais, un livre enquête sur cette affaire avec Dominique Rizet et Elina Rostand. Et vous vous êtes focalisé sur une piste, à votre avis, trop négligée, l'enregistrement de plusieurs coordonnées GPS autour d'un même site la nuit de la disparition de Delphine Jubilard et les jours qui ont précédé. Est-ce que, sans être trop technique et trop jargonnant, vous pouvez nous expliquer ? C'est assez simple. On dit qu'il n'y a pas de corps, mais nous, on dit il y a un point de géolocalisation qui apparaît dans le téléphone de Cédric Jubilard. Au début, il apparaît une fois. En 2021, il apparaît une fois. Les enquêteurs vont aller jeter un œil sur ce point sans y apporter beaucoup d'importance car ils pensent que c'est un bug. Voilà. Et puis, il se trouve un bug technique. Ils ne savent pas l'expliquer, alors ils disent c'est un bug technique. Nous, on explique que c'est en fait l'utilisation d'un deuxième téléphone raccordé sur le même compte, ce qui est très différent. Et quand, au printemps dernier, la défense a demandé, non pas la défense, mais pardon, les parties civiles ont demandé à ce qu'on élargisse les extractions du téléphone de Cédric Jubilard, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la période avant et à la période après. Et bien là, curieusement, on retrouve 17 fois ce point de géolocalisation à 5 jours différents, dont la nuit du meurtre, et puis après plus rien, on ne le retrouvera pas. Et avant ce mois de novembre, c'est-à-dire un mois avant la nuit de la disparition, on ne le trouve pas non plus. C'est un lieu qui est aux confins d'une exploitation agricole, au début d'un petit bois, et il se trouve que ce lieu, Cédric Jubilard n'a rien à y faire. Il n'y a pas des travaux sur un chantier à proximité, il n'y a rien à y faire. C'est un lieu où on ne passe pas. C'est un lieu discret, à l'abri des regards, et donc, nous, on ne sait pas si le corps de Delphine a pu être enterré là et être soustrait à cet endroit. Ce que l'on dit, c'est que ce point de géolocalisation et cette théorie du deuxième téléphone qui n'avait pas été expliquée, mais qui va être expliquée durant les audiences, on le sait. Il va y avoir des expertises et des experts qui vont passer à Donc on va revenir sur voilà. cette question-là que vous posez dans le livre. Pour autant, une piste peu explorée ou pas explorée, si je vous suis, ne fait pas pour autant une preuve. Bah oui, mais nous on dit simplement allons vérifier pour en avoir le cœur net. C'est important quand on peut pas rester indéfiniment. Pensons aux enfants aussi de Delphine Jubilard, les deux enfants de Delphine et Cédric Jubilard qui sont placés aujourd'hui chez sa sœur. Eh bien, il se trouve qu'ils ont droit à accéder à la vérité. Donc on peut pas rester en se disant si ce point nous permet d'avoir une certitude, il faut qu'on précise qu'on donne ce point dans le livre et qu'il est d'une précision à 6 décimales près, c'est-à-dire dans un rayon de 10 mètres. Donc on dit qu'avec un géoradar, c'est une affaire de quelques heures d'aller vérifier ce point. Qu'est-ce que c'est un géoradar ? Un géoradar, ça permet de voir les différences de masse qu'il y a dans la Terre. Donc si la Terre a été remuée, on peut voir clairement des zones qu'il faudrait fouiller. On a vu quelques premières images du procès ce matin. Je ne sais pas si vous les avez vues. Si vous les avez vues, qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré ? Cédric Jubilard a autorisé les caméras à venir le filmer, ce qui est assez courant chez lui. C'est un homme qui aime crâner entre guillemets. C'est un joueur de poker aussi. On verra son attitude peut-être avec les enquêteurs, mais c'est quelqu'un, il faut s'en souvenir, qui a même pensé à déposer son nom au
auprès de l'INPI. Il est très fier d'être devenu l'homme le plus connu du Tarn. Aujourd'hui, il est peut-être l'homme le plus connu de France, si vous voulez, puisqu'on parle de lui et qu'il adore ça. En concurrence avec Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, exact. Est-ce que, je reviens à la thèse autour de ces coordonnées GPS, donc autour de ce bois à la lisière d'une propriété agricole, est-ce que néanmoins vous présumez pas dans cette affaire un peu d'une intelligence machiavélique ? Non, parce que s'il était si intelligent que cela, il n'aurait pas réouvert son application sur le téléphone principal parce qu'il aurait su que ça permettait de faire remonter les informations et de synchroniser les deux appareils. Donc je ne le prends pas pour un quelqu'un de supérieurement intelligent. Je pense qu'en revanche, il se pourrait, parce que jusqu'à preuve du contraire, il est quand même présumé innocent. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un... Voilà, on le rappelle aussi pour ses avocats. Il se trouve que, quand même, il agit... il aurait agi, cette disparition a lieu en tout cas dans la nuit du 15 au 16 décembre, c'est-à-dire dans une période de confinement. Il n'y a pas un chat dehors, c'est très important. Ça explique aussi qu'il pourrait avoir beaucoup de chance. Et puis, nous... L'absence de témoins. Et nous, même s'il y a des témoignages. Même s'il y a des témoignages de cris, mais en tout cas, on n'a pas vu passer la voiture. 100 mètres, voilà. Qui entend un cri. Et exactement. Des cris durables d'étouffement. Utilisés par tout à fait. Par l'accusation. Mais on ne voit pas, personne sur la route ne voit la voiture utilisée de Delphine utilisée éventuellement par quelqu'un d'autre. Donc ça explique que on n'est pas nécessairement d'autres témoignages. Et puis par ailleurs, on peut quand même juste par contre, pardon Stéphane, oui. D'après ce que j'ai compris sur la question de la voiture de Delphine Jubilard, on a simplement le témoignage d'un voisin qui est formel, qui dit que la voiture a changé de sens pendant la nuit. Elle n'a pas changé de place, mais changé de sens. Et d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que Delphine la garait toujours dans un sens et lui toujours dans un autre sens. Donc, et là, curieusement, c'est dans le sens où lui a l'habitude de la garer. Donc, ça, c'est un élément qui est troublant aussi. Dans cette affaire, il y a de toute façon une série d'indices graves, concordants, et corroboratif, comme disent les spécialistes de la justice, c'est-à-dire que tout ramène à Cédric Jubilard et que toutes les autres pistes qui ont été vérifiées, y compris des gens au lourd passé sexuel, parce que imaginons que Delphine Jubilard se soit juste avancée sur le parvis de sa maison et puis elle soit tombée sous l'emprise d'un délinquant sexuel, eh bien tous les délinquants sexuels de la région qui ont été interrogés et dont on a vérifié aussi, je dirais, la situation dans la nuit de la disparition, eh bien il y a aucun suspect autre que Cédric Jubilard. Donc, avec beaucoup d'ironie, un des avocats des parties civiles nous fait savoir que on ne voit pas très bien qui d'autre, à part les extraterrestres, puisse être impliqué dans cette affaire de disparition. Je reviens sur l'affaire du GPS, sur le point en tous les cas que vous soulevez. Vous accrochez pas à une piste pour justifier une enquête que beaucoup de journalistes ont fait. Ah, pas du tout. D'ailleurs, moi, je serais, je veux dire, on est trois à écrire ce livre. On n'a pas exactement la même approche sur ce livre, et donc ça fait même parfois débat entre nous. Et c'est vrai que le grand principe judiciaire en France, c'est de dire il mieux vaut laisser un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Simplement, voilà, nous on pose, c'est la volonté de cette collection, c'est de poser le maximum de pièces à conviction pour que chacun se fasse son opinion en son âme et conscience, et aussi de dire il y a certaines pistes, certains éléments qui ont été peu exploités. Alors, ce qui vous a beaucoup intéressé, vous y revenez longuement dans toute la première partie de votre livre, c'est le profil des protagonistes. Il vous a beaucoup intéressé. Ah bah oui, parce que, et c'est d'ailleurs, ça explique une des clés, entre guillemets, du succès médiatique de cette affaire. Il y a deux choses qui expliquent il y a d'une part, je dirais, un scénario où tout le monde peut se référer, c'est-à-dire c'est un couple dysfonctionnel qui s'apprête à se quitter, donc c'est des situations communes, on va dire. Il y a un contexte médiatique qui est très particulier à l'époque, en 2020. Il y a beaucoup de féminicides qui ont eu lieu à l'époque, notamment
l'affaire Jonathan Daval, qui est jugée au moment qui nous intéresse. Et je dirais que c'est un huis clos, cette affaire. Simon, est-ce que l'accusation ne fait pas une projection sur la base de l'affaire Jonathan Daval, où effectivement, longtemps, il y a eu dissimulation, même très loin, puisque Jonathan Daval s'est mis en scène pleurant la mort de son épouse, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est lui qui avait commis le crime. C'est ce que dit la défense de Cédric Jubilard. Il dit, quoi qu'il fasse, de toute façon, on a décrété depuis le premier jour que c'était Cédric Jubilard le coupable. Moi, je dis par ailleurs que il y a des éléments aussi dans le dossier qui sont troublants. Ce mari, soi-disant inquiet, à l'époque, qui se dit inquiet, à partir du moment où il a prévenu les gendarmes, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre sur les sites de rencontres. Il regarde des applications de jeux. Il oublie d'aller chercher autour. Vous imaginez, sa femme disparaît, il est soi-disant mort d'inquiétude. Il ne bouge même pas, il ne va même pas dans le jardin, il ne va même pas faire le tour du pâté de maison, il va même pas à la voiture de Delphine. C'est quand même un comportement qui est assez révélateur. Et ça, on le sait grâce au podomètre du téléphone qui dit que le garçon est resté dans le canapé. On fait autour de soi, du lieu où on se trouve. Question, parmi les choses les éléments qui accusent, qui accablent, mis en avant contre Cédric Jubilard, il y a, on l'a entendu encore aujourd'hui, les aveux, en tous les cas les propos qui sont tenus par des anciennes compagnes. Deux questions par rapport à ça. D'abord, quelle valeur accorder à ces témoignages? Et surtout, comment ça se fait qu'il ait pu passer autant de temps à dissimuler, de se laisser aller faire des aveux aussi grossiers? Alors, il faut savoir que Cédric Jubilard n'a pas tardé à refaire sa vie sentimentale, puisque 2 mois après la disparition de sa femme, alors qu'on n'est pas censé savoir si elle est partie ou si elle est morte, il se photographie avec une nouvelle compagne qui dira que oui, Cédric Jubilard lui a confié avoir fait disparaître sa femme, et puis plus tard, il va en rencontrer une autre, et creuser sa relation au cours de parloirs. Comment il arrive à rencontrer ces filles? Mais vous savez, en prison, en France, le téléphone n'est pas complètement interdit. Les messageries non plus. Donc, en prison, il va avoir des conversations avec des femmes qui sont intéressées par lui, comme les papillons de nuit par la lumière, si vous voulez, et qui prennent attache avec lui sur son Facebook, sur ses messageries, sur d'autres messageries. Et il se trouve qu'il va creuser une relation avec une certaine Justine. On l'appelle Justine dans le livre, c'est Jennifer son vrai prénom. Maintenant, elle a décidé de le dire. Mais, si vous voulez, et cette femme va avoir une relation poussée avec Cédric Jubilard pendant plusieurs mois, va devenir vraiment son amoureuse, et un jour il va lui expliquer comment il a mis fin il aurait mis fin à Delphine. Il l'aurait serrée avec une clé de coude pour l'étouffer, et qu'elle se serait lâchée, et donc ce qui explique pourquoi il lave la couette quelques heures plus tard. Elle se serait lâchée, et puis ensuite il aurait fait disparaître le corps, il l'aurait transporté. Tout ça fait quand même des choses qui ne sont pas faciles à inventer, on va dire. Et d'autre part, c'est quand même à plusieurs reprises qu'il fait ce genre de confession, puisqu'il fait aussi ce genre de confession à son codétenu qui s'appelle Marco. Et ce fameux Marco dira aussi que Cédric Jubilard lui a confié avoir supprimé sa femme. Mais Cédric Jubilard, à chaque fois qu'on l'interroge devant la justice, devant les juges d'instruction, eh bien, il dit non, j'ai inventé tout ça, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est un joueur de poker, je le disais, parce qu'il donne dans ses confessions, il s'arrange toujours pour mentir un peu, de manière à ce que quand on vérifie les choses qu'il y a à vérifier, ça ne marche pas. Dernière question, Stéphane Simon, réponse courte. Est-ce que Cédric Jubilard peut être acquitté à l'issue de ce procès? C'est tout à fait possible qu'il soit acquitté. Moi, je ne me soustrais pas à la décision des jurés, mais de toute façon, s'il est acquitté, je pense que la famille fera appel. Donc on n'a pas fini de parler de cette affaire Jubilard, et Cédric Jubilard, de toute façon, fera parler de lui. C'est une certitude, il adore ça. Merci beaucoup Stéphane Simon. L'affaire Jubilard, un crime parfait. Point d'interrogation.
d'interrogation. C'est un livre signé Elina Rostand dans la collection Affaires criminelles que vous dirigez avec Dominique Rizet chez Fayard. Merci beaucoup. Merci Vincent. Dans l'actualité aussi, le discours ce lundi soir à l'ONU d'Emmanuel Macron. Le président de la République a de nouveau d'ailleurs plaidé auparavant sur son initiative tout au long du week-end, notamment sur les réseaux sociaux. Dernier extrait en date que voici. Et ce que nous voulons, ce que veut la France, c'est la paix. Ce que veut la France, c'est un cessez-le-feu immédiat. Ce que veut la France, c'est que les 48 otages soient libérés sans délai. Ce que veut la France, c'est le retour de l'aide humanitaire à Gaza. Ce que veut la France, c'est un jour d'après possible à Gaza, avec le Hamas démantelé et écarté du pouvoir. Ce que veut la France, c'est une autorité palestinienne réinventée, renouvelée, des programmes scolaires qui n'enseigneront pas la haine et les conditions qui permettront la paix au cœur de cette autorité palestinienne. Ce que veut la France, ce sont deux États vivant en paix, côte à côte. Un État d'Israël qui reconnaît un État de Palestine, un État de Palestine qui reconnaît un État d'Israël, un État de Palestine qui sera démilitarisé et qui vivra en paix aux côtés d'Israël. C'est cela ce que nous allons faire le 22 septembre à New York. Cette reconnaissance, c'est le début d'un chemin. C'est un parcours, avec toutes ces conditions, ces exigences pour les parties prenantes. Et au fond, c'est un parcours, un chemin pour la paix, pour sauver des vies et pour essayer ensemble d'être à la hauteur de ce que nous nous devons, la dignité humaine. Merci beaucoup. Voilà, extrait donc de la dernière vidéo postée sur les réseaux sociaux du président de la République avant de partir pour New York, où il doit donc s'exprimer aux alentours de 21h ce lundi. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Que vous a inspiré auparavant la projection des drapeaux israéliens et palestiniens sur la Tour Eiffel ? C'est quelque chose de très curieux que désormais, alors la Tour Eiffel n'est pas un bâtiment public comme l'est une mairie, c'est autre chose, mais que ces bâtiments servent d'une certaine manière à exprimer des solidarités particulières, parce que on s'est beaucoup focalisé sur le drapeau palestinien, sur la mairie communiste de Malakoff ou je ne sais plus, mais moi qui suis azuréen à mes heures perdues, j'ai quand même vu le drapeau israélien pendant des mois au fronton de la mairie de Nice. Par ailleurs, un certain nombre de drapeaux ukrainiens ont été aussi mis sur des bâtiments publics. Et à partir du moment où on commence à aller dans s'engouffrer là-dedans, on va arriver dans quelque chose qui devient un peu curieux. Alors, tout le monde a le droit d'exprimer ses sentiments pro-X ou pro-Y, mais à mon sens, les bâtiments publics devraient plutôt, c'est un peu, je crois, l'esprit de la loi en tout cas, arborer principalement le drapeau français, puisqu'ils sont celui dont nous payons le maintien et le fonctionnement avec nos impôts de contribuables français. Par ailleurs, si on peut l'exprimer où on veut, mais pourquoi sur les bâtiments publics, Et notamment la Tour Eiffel. Oui, alors, oui, c'est pas comme une mairie, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est pas une mairie. Non, c'est pas une mairie, mais c'est vrai que ça... Et qu'est-ce qui fait que ce soit la paix israélo-palestinienne et pas tel autre ou tel autre? Après, quels vont être les critères et jusqu'où ça va aller? Je veux rien contre qu'on célèbre l'éventuelle réconciliation israélo-palestinienne, au contraire, mais je ne suis pas sûr que ce soit une modalité qui soit bien définie. En tout cas, il faudrait légiférer de façon un peu plus claire. On va revenir sur le fond de la question de cette reconnaissance de l'État palestinien, mais question qui me brûle les lèvres aux spécialistes des mouvements radicaux, à la fois islamistes, arabo-musulmans ou de la gauche radicale. Que vous inspire justement ce mouvement en faveur du drapeau palestinien en France ? Alors, c'est devenu un emblème de ralliement qui dépasse la question proprement palestinienne, évidemment, puisque c'est un facteur qui permet un petit peu aujourd'hui de structurer sur le plan politique ce que certains, parmi lesquels votre serviteur, ont appelé la mouvance islamo-gauchiste, si vous voulez. Depuis que Jean-Luc Mélenchon est allé à la fameuse manifestation contre l'islamophobie le 10 novembre 2019, avenue de la République, ça ne s'invente pas, au cri d'Allahu Akbar, la France insoumise s'est efforcée de construire un bassin électoral dans les populations de culture ou d'origine musulmane. Et aujourd'hui, depuis l'attentat
qui a eu, la razzia pogromiste qui a été menée par le Hamas le 7 octobre 2023, puis ensuite et surtout avec l'hécatombe qui s'est produite dans la bande de Gaza. On a probablement plus de 60 000 morts aujourd'hui. On voit des images dont certains s'interrogent sur la véracité, mais qui donnent néanmoins le sentiment que ce que subissent les populations civiles de la bande de Gaza est absolument épouvantable. Donc il y a cette expression de la solidarité qui peut être tout à fait légitime dans un camp ou dans l'autre, dans le cas, mais qui aujourd'hui est traduite dans le champ politique français par des tentatives de construire, si vous voulez, de souder des mobilisations qui sont pas tellement sur des enjeux politiques que républicains, mais davantage qui, d'une certaine manière, prennent en otage émotionnel des électeurs ou des militants pour les organiser. Une question quand même qui se pose pour ceux qui observent justement l'évolution de l'instrumentalisation de la cause palestinienne depuis 50 ans, c'est que c'était un emblème progressiste aujourd'hui, et à vous entendre, vous corrélez ça à l'islamo-gauchisme. Il y a un certain nombre de partisans et d'adeptes de la cause palestinienne qui étaient plutôt laïques. Oui, tout à fait, mais même dans les gauchistes de l'islamo-gauchiste, vous avez des gens qui sont athées, bien sûr, et qui ne sont pas nécessairement religieux, mais c'est toute la difficulté. L'initiative qui est prise, à la fois, alors on parle bien sûr, parce qu'on est en France, de l'initiative française, mais il faut rappeler que c'est une initiative franco-saoudienne ou saoudo-française, et qui a pour objet, au départ, de créer un nouvel horizon d'attente pour la région. Pourquoi ? Parce que l'offensive menée par M. Netanyahou sur la bande de Gaza semble se nourrir simplement de la continuation perpétuelle de la guerre et ne fait advenir aucune solution de paix, sinon peut-être la construction d'une Riviera Trump avec une Trump Tower et la famille Kouchner comme principaux promoteurs. Oui, Kouchner. Jared Kushner, oui. Donc le gendre de Kouchner, comme principaux promoteurs immobiliers de l'opération. Or, en l'occurrence, si vous voulez, l'objectif de ce phénomène, c'est de faire en sorte que on crée une autre option, on crée la perspective qu'il y ait un État palestinien reconnu. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, ça va pas être demain matin après la déclaration de ce soir à l'ONU, mais qui donne un horizon d'attente, qui fasse qu'on peut envisager que après le Hamas, il y ait un État palestinien, que cet État palestinien soutenu par une grande partie, la majorité désormais des pays représentés à l'ONU, et pour contrepartie que l'Arabie saoudite, à son tour, reconnaisse l'État d'Israël, ce qui est du reste l'objectif, qui était l'objectif de M. Netanyahou comme de beaucoup d'Israéliens, car pour assurer la pérennité d'Israël dans la région, évidemment, ils ont déjà signé la paix avec les Émirats, ce qui n'est pas mal, même si les Émirats aujourd'hui commencent à rechigner. Ils ont convoqué l'ambassadeur israélien à Abu Dhabi parce que les Émirats sont très attachés notamment à la Cisjordanie. Ils ont un Palestinien qui est avec eux, qui est Mohamed Dahlan, qui ne peut plus agir. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très important aussi. Mais ça veut dire qu'on se situe dans une période qui est à la fois post-Hamas et aussi post-Netanyahou. Mais pardon, justement... Ça suppose, pour l'instant, on vient de le voir, Benjamin Netanyahou est plus que jamais aux commandes, et le Hamas est toujours à l'œuvre dans la bande de Gaza. Oui, alors c'est pas pour ça qu'il faut considérer que ça sera toujours le cas pour l'éternité. Le Hamas, certes, est toujours présent, a toujours et surtout des otages, et c'est là-dessus qu'il continue sa présence. C'est en gros pour ça qu'il ne les relâche pas, parce que le jour où il n'y a plus d'otages, le Hamas perd son dernier argument de chantage ou de négociation, appelez ça comme vous voulez. Et quant à Monsieur Netanyahou, certes, il pousse l'offensive actuelle sur Gaza, mais il ne vous a pas échappé, à l'observateur attentif que vous êtes, que l'état-major israélien lui-même, le chef d'état-major, le général Zamir, traîne les pieds. Puisque eux-mêmes se rendent compte que la dimension purement militaire de l'opération est en train, parce qu'elle ne laisse quasiment aucun espoir de sortie, si vous voulez, sinon la perpétuation du pouvoir de M. Netanyahou, est en train de
détruire de l'intérieur la cohésion de la société israélienne. Pour les Israéliens, l'armée, c'était l'incarnation absolue de la nation. C'est un peu comme l'armée des soldats de l'an 2, si vous voulez, de Victor Hugo. Or, là, on voit de plus en plus de réservistes qui ne veulent plus rejoindre les rangs, qui ne comprennent plus le sens de cette guerre, qui ont l'impression que leurs idéaux sont trahis. Et donc, tout ça crée une sorte d'impasse morale. Et il me semble que l'objectif de l'initiative, c'est de créer un horizon pour l'après, vous voyez ? On va y revenir, mais juste une incise. Est-ce que vous êtes en train de me dire finalement que l'opinion publique israélienne, et en particulier l'armée israélienne, aujourd'hui est plus révulsée par la guerre et les bombardements à outrance de Gaza que par le pogrom du 7 octobre ? Elle est évidemment structurée par le pogrom, la razzia pogromiste du 7 octobre, puisque c'est quelque chose d'une certaine façon qui a détruit une certitude de ce qu'était l'État d'Israël, c'est-à-dire c'était un havre pour les Juifs de manière à ce qu'il n'y ait plus jamais ça par rapport au génocide commis par les nazis. Et c'est la raison pour laquelle les Nations Unies en 1947 avaient créé cet État juif sur le territoire de l'ancienne Palestine mandataire britannique. Mais ce traumatisme épouvantable, effectivement, est une chose. Et après, vous avez eu une transformation de cette situation parce que l'ampleur de la répression voulue par M. Netanyahou dans la bande de Gaza contre un mouvement Hamas qu'il avait largement contribué à porter, si j'ose dire, sur les fonds baptismaux, parce que c'est lui qui a envoyé Yahya Sinwar pour s'emparer du pouvoir à Gaza et qu'il a fait libérer de prison, en sachant parfaitement qui il était. Il y avait ce dentiste israélo-marocain, le docteur Bitoun, qui était qui suivait Sinwar, qui a sauvé la vie, qui a détecté un cancer, auprès de qui Sinwar a raconté en permanence tout ce qu'il avait envie de faire. Il était suivi, tout ce que chaque fois que Sinwar avait une idée, le Shin Bet était au courant. Il savait très bien quel était le projet de Sinwar et Netanyahou, un peu comme François Mauriac après 45, qui disait « J'aime tellement l'Allemagne que je souhaite qu'il y en ait deux. Je suis content qu'il y en ait deux. » Netanyahou aimait tellement la Palestine, c'est très content qu'il y en ait deux. Puisque quand on lui dit « Faites la paix avec la Palestine », c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Il dit « Mais quelle Palestine qui ceux de Gaza, ceux de Ramallah, ils peuvent pas s'entendre, etc. » Or là, l'initiative, elle vise d'une certaine manière à surmonter cela. On n'y est pas, on n'y est bien sûr pas encore. J'entends Gilles Kepane, mais bon, toute la question qui est posée, ce qui fait polémique aujourd'hui, c'est le moment choisi. Est-ce que ce n'est pas finalement offrir une victoire au Hamas ? Est-ce que cette reconnaissance par la France et un certain nombre de pays occidentaux ne peut pas aider d'abord l'organisation terroriste à encore se maintenir dans la discussion militaire actuelle et de justifier finalement l'opération du 7 octobre, car à ce moment-là, ce qu'on a dit, c'est que finalement, on pensait plus à Gaza, il y allait avoir un accord avec Israël, les accords d'Abraham et un certain nombre de pays arabes. Et l'Arabie Saoudite qui était prête à signer, effectivement, donc la cause de Gaza, entre guillemets, était terminée. L'affaire était faite. Et finalement, l'opération sidérante du 7 octobre a remis Gaza sous les projecteurs. Et donc, est-ce que finalement, ce n'est pas reconnaître l'État palestinien aujourd'hui, n'est pas valider la stratégie de la terreur et de l'horreur du Hamas ? Non, parce que l'idée, c'est que le Hamas ne fait pas du tout partie de la solution, bien évidemment. Et quant à la question de l'opportunité, pourquoi maintenant, alors on a beaucoup objecté ces derniers jours, c'est au moment des fêtes juives du Rosh Hashanah, c'est-à-dire du nouvel an juif. On ne peut pas quand même changer le calendrier de l'ONU en fonction des fêtes juives, hindouistes, chrétiennes ou musulmanes, si vous voulez. Je crois que là, il se trouve que c'est une coïncidence que certains peuvent considérer, je le comprends bien, comme malheureuse, mais ça n'est pas. Je pense pas qu'il y avait une opération délibérée en ce sens-là. Je crois pas que l'ONU ait fait ça par perversité pour ce moment-là particulier. Mais il me semble que on ne peut pas dire non que c'est quelque chose qui fait le jeu du Hamas. L'objectif, c'est justement cet État palestinien à créer. C'est un État sans Hamas, précisément. Et c'est un horizon d'attente pour l'après. Et surtout, c'est la condition pour que l'Arabie Saoudite reconnaisse Israël, qui est un objectif de la politique israélienne, qui était
C'était ce que Netanyahu, c'est le prize, comme on dirait en anglais, qu'attendait M. Netanyahou. Alors deux questions pour terminer. D'abord, quand même, est-ce que cette reconnaissance ne va pas fragiliser, comme le menacent un certain nombre de radicaux israéliens, la cause palestinienne, notamment avec une intensification de la colonisation en Cisjordanie ? Alors ça, c'est un enjeu aujourd'hui qui se pose particulièrement dans la relation entre les Israéliens et les Émirats. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les Émirats sont très engagés en Cisjordanie. Ils ont un candidat qui est Mohamed Dahlan, l'ancien chef de la sécurité à Gaza. Je l'avais rencontré là-bas d'ailleurs il y a très longtemps. Et avec la volonté de M. Ben Gvir et des ministres colons de couper la Cisjordanie en deux en créant une espèce de zone qui bantoustanise d'une certaine manière la Cisjordanie, les Émirats considèrent qu'ils sont en train de se faire rouler dans la farine. Et donc ça, je crois que ça va être un problème parce que là encore, les Émirats, c'est le pilier des accords d'Abraham avec le Maroc. Mais le Maroc, c'est pour une autre raison. La signature était destinée à faire en sorte que les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara espagnol, une initiative qui a très bien fonctionné puisque tout le monde a suivi jusqu'à la France, ce qui a abouti entre autres aux catastrophes aujourd'hui avec l'Algérie, mais c'est une autre question. Mais là, je crois que, si vous voulez, on est dans une sorte d'impasse, de fuite en avant de l'actuel gouvernement israélien. Et c'est ça qui explique les réactions, parce qu'on ne voit pas très bien. Qu'est-ce qui va se passer à Gaza? À part bombarder, faire partir les gens vers le sud et espérer peut-être qu'un jour les Égyptiens se verront offrir de telles sommes d'argent qu'ils les accepteront. Quelle déstabilisation ça aura ensuite pour l'Égypte, l'installation de Palestiniens sur la côte ouest égyptienne, l'organisation de départs clandestins vers l'Europe, tout ça est en train de construire la perspective d'un engrenage que peu d'États ou de nations dans la région peuvent accepter, oui. Est-ce que quand même tout ça n'est pas conditionné, et l'issue de ces questions, à l'attitude quand même de Washington? Eh oui. Plutôt, je vous pose la question différemment, est-ce que ces reconnaissances peuvent avoir un effet sur la diplomatie américaine à court, moyen et long terme? Alors, elles veulent, je crois, surtout prendre date face à un commander-in-chief américain dont on ne sait plus très bien ce qu'il veut, qui est fort avec les faibles, c'est-à-dire qui tord le bras à l'Union européenne en permanence, y compris pour l'obliger à acheter du matériel américain à livrer aux Ukrainiens, comme ça va dans ses caisses, et qui est assez faible avec les forts, qui se fait rouler dans la farine par Poutine à Anchorage en Alaska, qui ne sait pas très bien sur quel pied danser face à la concurrence chinoise, et qui crée une espèce de vide sidéral dans la région en ne fournissant plus les garanties de sécurité. Et donc il me semble que précisément cette initiative intervient à un moment où c'est le brouillard à la Maison-Blanche. On voit bien la construction de Trump Towers dans un certain nombre de pays qui font les intérêts financiers de la famille Trump, mais on a un peu de mal à voir le leadership américain. Moi, je vais aux États-Unis depuis que je suis adolescent. Ma mère était prof d'anglais, j'ai enseigné dans les universités américaines, etc. On était toujours d'accord ou pas d'accord, ça n'a pas d'importance, mais les États-Unis étaient un lieu de création perpétuelle, même à l'époque des néoconservateurs, si vous voulez. C'était des gens avec qui il était intéressant de parler, même pour confronter des idées. Aujourd'hui, cet été, j'étais complètement consterné par le niveau de mes interlocuteurs, par leur incompréhension des enjeux internationaux et par une sorte de retour à un égocentrisme qui augure assez mal de la situation mondiale. Les États-Unis étaient quand même le pilier de la sécurité après 1945 et encore plus après 1989, ce que Hubert Védrine appelait l'hyperpuissance à l'époque. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont en retrait et qu'ils laissent le chaos se produire pour veiller essentiellement à des intérêts étroits. Et ça nous pose un énorme problème en Europe, non seulement à cause du fait que l'exacerbation du conflit israélo-palestinien nous pose des problèmes majeurs dans nos sociétés, avec les élections, etc., mais aussi par rapport à ce qui se passe avec l'ancien bloc de l'Est. Quand des avions russes survolent la Pologne
sur l'Estonie, quand des drones passent en Pologne, en Roumanie, en Moldavie, on est désormais dans une situation extrêmement préoccupante. Merci beaucoup Gilles Kepel. Je signale également votre prochain livre avec Marc Trévidic. Donc, non, c'est pas avec Marc Trévidic, c'est avec Jean-François Ricard. Avec Jean-François Ricard, pardon, ancien procureur national antiterroriste. Non, effectivement, c'est moi qui ai confondu les juges antiterroristes. Voilà. Merci beaucoup. Pardon. Alors justement, vous reviendrez et vous reviendrez nous en parler. Antiterrorisme, la traque des djihadistes, et ça sort donc c'est à paraître au mois d'octobre. Voilà, début octobre chez Plomb. Voilà. Donc vous viendrez nous en parler. Merci beaucoup. Merci. Et on signale encore que c'est donc avec Jean-François Ricard. On ne cesse de le répéter, le sujet est aussi, on le disait, un thème récurrent de politique intérieure. On y revient d'ailleurs dans un instant avec le politologue Frédéric Michaud. Et on va revenir également sur les difficultés des héritiers d'Emmanuel Macron à trouver une nouvelle voie, comme on a pu le constater lors du discours de clôture du Congrès Renaissance par Gabriel Attal. Aujourd'hui, face à l'incapacité des partis politiques à travailler ensemble face aux outrances des uns, aux oukases des autres, les Français nous disent qu'ils n'attendent qu'une chose, que le chaos cesse, que le volume baisse, que la France se redresse. Il faut être lucide. Il faut être lucide. Ces Français en viennent à attendre 2027 avec impatience. Ils attendent 2027 avec impatience pour tourner une page, celle du chaos, celle des vieilles recettes du passé, celle des vieux schémas, des vieux réflexes. Ils attendent 2027 pour mettre fin au jeu mortel de ces formations politiques qui continuent de semer la division et d'entretenir le chaos à longueur de journée, pour enfin renouer avec de grands projets. Ils attendent 2027 avec impatience, non pour le choix du pire, mais pour réussir. Tant de Français attendent, espèrent que 2027 sera le grand ressaisissement qui leur permettra de retrouver espoir. Alors, la suite, l'avenir du bloc central, c'est aussi le thème ce soir du club Le Figaro Politique avec Yves Tréhard. Et on va y revenir quand même avec vous, Frédéric Michaud. Question préalable quand même. Combien a rapporté au PS l'opération drapeau palestinien sur les mairies ? Alors pour l'instant rien, puisque c'est encore très récent. Et puis ce soir, il y a évidemment l'événement à la tribune de l'ONU, qui sera vraiment l'acte lourd de la séquence. Mais je dirais qu'on peut anticiper évidemment des gains dans l'opinion pour le Parti socialiste. D'abord parce que nous savons que le conflit israélo-palestinien est un vrai marqueur pour l'électorat de gauche. Et donc, le fait pour le Parti socialiste... Ce que j'allais dire, la cause palestinienne est devenue un passage obligé pour la gauche. Oui, absolument. Et quand on regarde dans la liste des sujets de préoccupation des Français, alors évidemment, ce sujet-là est plutôt en bas de tableau, derrière le pouvoir d'achat, derrière la sécurité, derrière d'autres enjeux. Mais ce qui ne veut pas dire que dans l'absolu, c'est pas un sujet qui intéresse les Français, et plus particulièrement les électeurs, les sympathisants de gauche. C'est très clivé politiquement, hein. Plus vous êtes à gauche, plus vous vous intéressez à ce sujet. Plus vous êtes à droite, moins vous êtes intéressé par cette thématique-là. Donc pour le PS, reprendre la main sur ce sujet, c'est une façon aussi de contester le monopole de LFI qui, depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, était le seul parti à couvrir cette cause dans le débat politique. Alors, la cause palestinienne est un totem à gauche, c'est ce que vous êtes en train de me dire. D'un autre côté, est-ce que cette initiative des drapeaux peut être appréciée par l'ensemble des Français? Question subsidiaire, est-ce que l'initiative d'Emmanuel Macron est soutenue par les Français? On entend des chiffres un petit peu partout, et je voulais savoir quels sont les indicateurs d'Opinionway. Alors, effectivement, il y a plusieurs études qui ont été publiées, il y a des études confidentielles aussi qui sont réalisées. Globalement, on a une majorité de Français qui se dit favorable à la reconnaissance de l'État palestinien. Ça varie entre 55% et 70% selon la façon dont on pose la question. Donc on a une majorité, une adhésion de principe qui est majoritaire dans l'opinion publique. Si on creuse un petit peu plus cette adhésion, on voit elle se partage en deux. Attendez, pardon, question Frédéric Michaud. Est-ce que on a de 55 à 70% de Français favorables à la reconnaissance de l'État palestinien en général, ou bien est-ce que ce chiffre concerne également
la reconnaissance de l'État palestinien dans ce moment particulier. Alors justement, c'est le point auquel je voulais venir. Pardon. Vous avez, parmi ceux qui sont favorables à cette reconnaissance, vous avez la moitié d'entre eux qui sont favorables à une reconnaissance immédiate, inconditionnelle, de l'État palestinien. Et puis d'autres, donc la deuxième moitié, qui, eux, se disent favorables sur le principe, mais ultérieurement, à moyen terme, et sous certaines conditions, la libération des otages, la démilitarisation ou le désarmement du Hamas, une reconnaissance, peut-être une restructuration de l'autorité palestinienne. Mais voilà, on a ces deux niveaux, une adhésion de principe, et puis ensuite c'est la temporalité et les conditions de cette adhésion qui partagent en deux l'opinion publique. On va revenir à l'actualité politique nationale. Il y a une législative partielle à Paris ce week-end. Michel Barnier est arrivé largement en tête. Quelles leçons vous tirez de ce scrutin ? Bon, c'était attendu. Alors il y aura un deuxième tour, mais on voit une très forte abstention, je crois plus de 70%. 26% de participation. Voilà, on est dans une circonscription qui est quand même un fief de la droite, ce qui... le député était quand même macroniste jusqu'à présent. Oui, député sortant. C'est vrai, mais historiquement, c'est quand même un territoire qui est quand même très ancré à droite, et donc ça, on sait que quand on a une tradition historique comme ça peut créer de la démobilisation par certitude du résultat. C'est sans doute ce qui s'est passé au premier tour. Alors peut-être qu'il y aura une mobilisation un petit peu plus forte au deuxième, en fonction de la campagne de cette semaine. Voilà, le fait majeur, c'est vraiment cette abstention qui, d'une certaine manière, banalise un peu cette élection. Certains observateurs ont noté qu'une remontée à droite des candidats zémouristes et Rassemblement National, avec même le fait que Thierry Mariani, l'ancien ministre qui se présentait sous les couleurs du Rassemblement National, est arrivé devant le candidat Zemmour. Est-ce que vous dites c'est anecdotique, ou bien est-ce que c'est un élément quand même que vous prenez en compte dans des circonscriptions, comme vous dites, qui sont à la fois très à droite, très typées, et puis qui sont sociologiquement à l'inverse en tous les cas de l'électorat traditionnel frontiste? Oui, alors c'est des éléments qu'il faut regarder, qu'il faut avoir en tête. Une législative partielle, c'est pas la même chose que des élections législatives avec une campagne nationale et l'effet de résonance que ça peut avoir. Il y a sans doute des éléments à tirer, notamment dans la perspective des prochaines élections municipales du mois de mars. Mais voilà, il ne faut pas inférer non plus des conséquences fermes et définitives. Comment Renaissance peut survivre à la fin programmée en 2027 d'Emmanuel Macron ? Bien, ça dépend des 18 mois qu'il reste au président de la République dans son mandat, s'il va au terme de son mandat. Et puis, ça dépend aussi de l'offre électorale qui sera proposée aux électeurs dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. On a vu ce week-end un héritier... j'allais dire un nouvel héritier apparaître pour reprendre le flambeau du macronisme. C'est le travail programmatique au-delà de l'incarnation qui permettra de poursuivre ou de faire vivre au-delà de ce quinquennat les idées du macronisme. Alors évidemment, il faudra faire le tri. On voit qu'il y a un droit d'inventaire qui commence à s'exercer et peut-être un premier bilan du macronisme qui commence à être tiré par certains de ses anciens soutiens qui voudraient lui succéder. Mais c'est sans doute à cette condition, c'est-à-dire un travail programmatique de fond, que ces idées pourront perdurer. Si on se met dans l'hypothèse la plus probable, c'est que Emmanuel Macron pousse son mandat jusqu'à son terme. Si je vous suis, finalement, la voie la seule voie qui reste pour les héritiers du macronisme, c'est cette fameuse voie programmatique. Une question se pose dans ces conditions, c'est quel est le programme et sur quoi ils peuvent susciter
une adhésion aujourd'hui de l'électorat. Oui, c'est difficile parce qu'ils sont handicapés par justement les deux mandats du président Macron. En tout cas par l'usure du pouvoir qui, on le voit bien, frappe le président de la République avec une impopularité qui est C'est ce que j'allais vous dire. très forte. Que l'un des plus gros handicaps n'est-il pas les sommets d'impopularité qu'atteint Emmanuel Macron? C'est toujours difficile pour un candidat d'un même camp de succéder à un président. Ça a été fait à quelques reprises, mais dans l'histoire de la Ve République. Mais la dernière fois, c'est Nicolas Sarkozy, mais précisément Au nom de la rupture. Sur une rupture forte, c'est-à-dire une opposition avec le président Jacques Chirac. C'est sans doute à cette condition-là, c'est-à-dire de marquer une vraie différence avec le président Emmanuel Macron, tout en reconnaissant, tout en revendiquant ce qui a été bien fait dans le premier et dans le deuxième mandat, que le candidat macroniste, entre guillemets, pourrait, ou de Renaissance, pourrait trouver une voie pour éventuellement accéder au second tour. Alors, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans les enquêtes d'intention de vote. Est-ce que LR peut récupérer aussi ses troupes chez les macronistes ? Oui, sans doute en partie. On voit bien que dans la constitution du macronisme, il y a des électeurs déçus des Républicains qui ont rejoint Emmanuel Macron et qui ont continué à plusieurs reprises à voter pour lui et qui seraient prêts à revenir sur un candidat LR à certaines conditions. Par exemple, je crois... Est-ce que ce candidat LR peut être Retailleau, alors même que précisément Retailleau est l'incarnation de LR qui ne veut pas être macronisé? Oui, mais en même temps, il participe à un gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez, on a une ambivalence. Et alors évidemment, il marque une différence. Bruno Retailleau marque une vraie différence de style, de fond. On l'a vu encore sur le dossier algérien. On le voit en ce moment sur le dossier du drapeau palestinien. Mais il y a une logique gouvernementale qui s'exerce. Ce ne serait pas un Premier ministre de l'Intérieur qui incarne une rupture avec le président de la République, alors qu'il est dans sa coalition. Mais je veux dire par là que vous pouvez avoir une opposition avec les personnalités, avec un président de la République sortant, et puis aussi chercher néanmoins à solliciter les suffrages des électeurs de ce président de la République. C'est pas incompatible. Sébastien Lecornu pourrait-il échapper à la taxe Zucman ? Sans doute, parce que je crois que la taxe Zucman en tant que telle devient un véritable symbole. À nouveau, c'est un marqueur idéologique pour la gauche, repoussoir pour la droite, et donc en l'état, la reprendre telle qu'elle, je crois que c'est pas quelque chose qui est envisageable. En revanche, trouver un autre symbole qui permettrait, pour le dire rapidement, de faire payer les riches, puisque c'est une attente forte de l'opinion publique et qui traverse absolument tous les électorats. Alors, elle est beaucoup plus forte à gauche, mais elle est très largement majoritaire au centre, chez les sympathisants de droite et chez les sympathisants d'extrême droite. Ça, je crois que c'est évidemment une mesure que doit envisager Sébastien Lecornu, bien sûr. Comment Sébastien Lecornu peut aujourd'hui s'allier avec les socialistes sans s'attirer une censure LR-RN? C'est très compliqué. En fait, toute cette période de constitution du budget, puis de constitution du gouvernement, d'ailleurs les deux sont évidemment liés, consiste à naviguer entre un réseau de lignes rouges extrêmement dense. Et on voit bien que chacun trace ses limites avec une grande intransigeance, alors qu'en réalité, la période inviterait ou devrait inviter les différents acteurs à faire preuve de compromis, à entrer dans des négociations, à se mettre dans l'état d'esprit d'accepter des concessions. On voit qu'il y a des points qui sont extrêmement attendus par le Parti socialiste pour accorder son soutien au Premier ministre. Je pense par exemple à la réforme de la réforme des retraites à la révision de la réforme des retraites de 2023. Ça, on sait que
LR ne l'acceptera pas. Donc il faut trouver autre chose pour donner satisfaction aux uns et aux autres. Mais ça signifie à nouveau que ces acteurs doivent eux-mêmes être dans cet état d'esprit constructif. Merci beaucoup Frédéric Michaud. On continuera de suivre ça et notamment avec vous. Merci beaucoup. Point de vue, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez rendez-vous demain avec Anne-Emmanuel Isaac. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Le Figaro TV. Le club Le Figaro Politique, on le disait justement, présenté par Yves Tréhard et qui revient notamment sur cette question de l'héritage du macronisme. Première diffusion à 22h30 sur Le Figaro TV. Sans oublier auparavant le Buzz 18h30, invité Mac Lesguy. Et bienvenue en Ile-de-France, 19h. Victoire Sicora revient sur la polémique autour des notes de frais d'Anne Hidalgo à Paris. Vous restez avec nous sur Le Figaro TV.